Bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire. Je pense qu'il est important pour vous de comprendre un peu quels ont été les errements de l'épidémiologie avant d'arriver aux méthodes qu'on va vous enseigner, que vous sachiez un petit peu comment ça a commencé, quels ont été les principaux développements, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors souvent, c'est vrai aussi en médecine, on commence par parler d'Hippocrate, qui avait quand même, il faut le dire, tout compris avant nous tous. Et si vous lisez ses écrits, vous verrez que très tôt, il avait déjà dit que pour avoir une bonne santé, il était important d'avoir une vie équilibrée, faire attention à la qualité des eaux, une alimentation diversifiée, pas d'excès, et faire de l'exercice physique. Et je peux vous dire que les 50 dernières années d'études épidémiologiques, les plus grandes cohortes qui ont été faites aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs au monde, n'ont rien montré de très différent. Alors après, il a fallu attendre très longtemps pour qu'on se remette à parler un peu de concepts d'épidémiologie. Et les premiers à s'y être intéressés, c'était les statisticiens et les démographes. Il y a eu John Grant qui, lui, a travaillé sur des registres de naissance et de décès à Londres et qui a montré quelque chose qui reste encore tout à fait vrai aujourd'hui, qu'il y avait à la naissance un très léger excès de garçons par rapport aux filles et également, rapidement, une légère submortalité masculine qui remettait un peu les compteurs à zéro. Et puis, plus tard, William Farr, lui encore travaillant sur les registres de mortalité en Angleterre, a fait les premiers traités, j'ai envie de dire, qu'on pourrait qualifier d'épidémiologie aujourd'hui. Il a travaillé notamment, alors il s'intéressait, c'est amusant, à est-ce que le fait d'être marié est bon pour la survie? Et la conclusion, c'est oui. Les gens mariés vivent mieux que les gens célibataires, en tout cas plus longtemps, ou que les veufs. Et il a également travaillé sur, par exemple, la surmortalité des personnes qui travaillaient dans les mines, également la surmortalité carcérale, donc des sujets presque modernes, j'ai envie de dire aujourd'hui. Mais notre maître à tous, c'est John Snow. Lui a fait la première démonstration d'une étude épidémiologique en travaillant sur une épidémie de choléra qui avait lieu dans Londres. Et il a très rapidement remarqué que les cas de choléra ne survenaient pas de la même façon partout dans Londres. Et en reprenant le réseau de distribution d'eau, il y avait 2 compagnies qui distribuaient l'eau dans Londres, il a trouvé que les cas de choléra étaient associés à un réseau de distribution et pas à l'autre. Alors c'est important parce qu'en plus à l'époque, on ne savait pas que le choléra était transmis par l'eau. On pensait que le choléra était transmis par le mauvais air, malaria, d'ailleurs terme qui est utilisé pour paludisme en anglais. Mais donc on était effectivement à une période où l'essentiel des maladies nous venait des miasmes, du mauvais air. Et John Snow était un peu précurseur en disant c'est l'eau qui est concernée. Il y avait d'ailleurs un Italien qui avait identifié ce qui ressemble beaucoup au bacille du choléra dans l'eau, mais tout ça n'a été confirmé que plus tard, notamment par l'équipe de Corr. Alors c'est d'ailleurs l'avènement de la microbiologie dont je voulais vous parler maintenant. Vers la fin du 19e siècle, on sort de cette atmosphère, mauvais air, etc., qui était à l'origine de toutes les maladies, pour rentrer dans l'ère de la microbiologie. Il y a eu les très grands Jacob Henle, Corr, donc pour l'école germanique, Pasteur, qui ont vécu une période absolument fantastique où pour beaucoup des maladies qui étaient les maladies les plus importantes, les plus préoccupantes des sociétés, puisqu'on vivait à une époque où les maladies infectieuses étaient partout, on réussit à identifier et l'un, le bacille responsable de la tuberculose, et l'autre, celui de la fièvre typhoïde, et puis après c'était la peste, et puis après c'était choléra, et plein d'autres. Et donc finalement le jeu a été de dire pour chacune des maladies, trouvons son germe. Et on pensait presque qu'on allait faire le tour de toutes les maladies. À l'époque, on pensait que les maladies infectieuses étaient extrêmement... les plus importantes, c'était vrai probablement, mais surtout qu'on allait finalement dénombrer toutes les maladies et leurs causes. Le problème était de trouver le germe. Et puis, les choses ont beaucoup changé au XXe siècle avec la lutte contre les maladies infectieuses, puisque la microbiologie avait permis d'identifier tous ces germes responsables de tant de maladies. Et la première moitié du XXe siècle s'est accompagnée de progrès majeurs dans le domaine de l'hygiène et de la nutrition. Et vous voyez sur ce graphique, je suis désolé pour ceux d'entre vous sur votre smartphone, ça va être un peu petit, mais vous allez pouvoir télécharger après cette présentation et voir en plus grande taille cette figure. Là, vous avez la mortalité par maladie infectieuse aux États-Unis au XXe siècle. On part de 1900, on arrive à peu près à 2000. Et qu'est-ce que vous voyez? Un déclin majeur. Tiens, petit accident de parcours, réfléchissez un petit peu, qu'est-ce que ça peut être? On est dans les années 1918-1919, la grippe espagnole. Quand je dis petit accident de parcours, vous voyez quand même l'impact en mortalité qu'a eu la grippe espagnole. Et dans le monde, 20 à 40 millions de décès quand même.
Et puis viennent les antibiotiques et les vaccins. Mais vous allez vous dire, la chute des maladies infectieuses, elle a eu lieu pendant la première moitié du XXe siècle. Or, les antibiotiques, c'est les sulfamides, Deuxième Guerre mondiale, et les vaccins, c'est juste après, hein, on va le revoir. Donc finalement, antibiotiques et vaccins n'ont pas tant que cela contribué à la baisse de la mortalité par maladies infectieuses dans les pays industrialisés. C'est avant tout les progrès de l'hygiène, hein, l'accès à de l'eau potable, se laver les mains, et puis la nutrition, qui a été responsable de la baisse de la mortalité par maladies infectieuses. Alors une fois que les maladies infectieuses étaient maîtrisées, vous le savez, l'histoire n'est pas terminée, hein. Il y a eu plus tard ces fameuses maladies émergentes avec le sida qui sont revenues très fort. Le sida d'ailleurs, vous le voyez un tout petit peu ici, hein. C'est le regain de la courbe de mortalité sur la fin du XXe siècle aux États-Unis. Donc une fois qu'on a pensé avoir maîtrisé les maladies infectieuses, les nouveaux problèmes de santé étaient ceux d'une population vieillissante, avec l'augmentation évidemment de l'espérance de vie, maladies chroniques, cancer cardiovasculaire, aujourd'hui neurodégénératif. Et c'est là que l'épidémiologie a pris tout son essor pour essayer de mieux comprendre les déterminants de cette nouvelle maladie d'une population vieillissante. La première question qui a été posée, c'est relation entre tabac et cancer du poumon. C'est la naissance de l'épidémiologie moderne. Il y a eu cette fameuse étude cas témoin sur laquelle on va revenir à Londres sur l'association tabac et cancer du poumon. Donc, premier design épidémiologique. Deuxième étude de cohorte, on va en reparler, les facteurs de risque cardiovasculaire de Framingham. Et puis, troisième, un essai clinique, il a été un essai vaccinal pour voir si le vaccin contre la polio marchait. Alors, étude cas témoin, 1948, les médecins, pour la plupart, étaient déjà convaincus à l'époque d'une relation entre tabac et cancer du poumon. Ce n'était pas absolument sûr, mais il y avait quand même une expérience clinique qui penchait beaucoup en faveur du rôle majeur du tabac dans le cancer du poumon. Ceux qui l'ont démontré avec un design épidémiologique qu'on utilise encore aujourd'hui, l'étude cas témoin, c'est Doll et Hill. Alors, ils étaient à Londres et ils sont partis dans 20 hôpitaux où ils ont recruté des patients qui avaient des cancers du poumon. Ils ont choisi, pour ce qu'on appelle les témoins, étude cas témoins, des patients hospitalisés au même endroit et les ont interrogés, les cas et les témoins, sur leur usage du tabac. Combien est-ce qu'ils fumaient de cigarettes par jour, le cigare, etc. Et sur 1465 cas de cancer du poumon, ils ont montré une association forte entre tabac et cancer du poumon. L'odds ratio, on verra plus tard ce que signifie ce terme, caractérisant cette association étant estimé à 9. Aujourd'hui, ces chiffres restent à peu près vrais, ils seraient quelque part entre 10 et 20. C'est, pour les fumeurs, un risque 10 fois augmenté de développer un cancer du poumon par rapport aux non-fumeurs. Il y avait en parallèle 3 ou 4 autres études aux États-Unis qui ont montré les mêmes résultats, hein, mais les Anglais ont peut-être eu le design qui est encore aujourd'hui celui considéré comme plus représentatif de l'étude cas témoin. Deuxième grande étude, l'étude de cohorte. Là, ça se passe aux États-Unis, à Framingham, hein, une petite bourgade, où 5000 individus âgés de 30 à 62 ans ont été embarqués dans cette cohorte, embrigadés. On les a suivis, on les suit peut-être encore aujourd'hui, en tout cas plus de 50 ans. Et chez ces gens-là, de 30 à 62 ans, et ceux qui sont encore vivants aujourd'hui, on a mesuré d'un côté toute une série d'expositions, est-ce qu'ils fumaient, hypercholestérolémie, exercice physique, le rôle des antécédents familiaux par exemple, et la survenue de maladies cardiovasculaires. Donc vous imaginez 5000 personnes suivies pendant 50 ans, et on documente chez ces gens-là à la fois toutes leurs expositions et le risque de développer la survenue de maladies cardiovasculaires. Et cette grande cohorte de Framingham, qui a quand même donné naissance à plus de 1200 publications, hein, vous voyez, c'est une énorme machine à publier, a permis de mettre en évidence, là encore, les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, le tabac, le cholestérol, l'hypertension artérielle, l'effet bénéfique de l'activité physique, etc., 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 et j'en passe. Mais donc, deuxième grand design d'études qui est né à la deuxième moitié du XXe siècle. Troisième grand design d'études, l'essai vaccinal, avec cette fois-ci la volonté de montrer que le vaccin que Salk avait développé aux États-Unis marchait dans la prévention de la polio, qui était une maladie redoutable, hein, avec des enfants qui développaient donc des infirmités du fait de paralysie. Et alors, ils n'y sont pas allés de main morte. Leur premier essai clinique, 1 million d'enfants qui sont partagés en deux groupes. Un groupe qui est vacciné, les second grade, ils ont peut-être 6-7 ans, et puis les first and third grade, qui ont 5 et 8 ans respectivement, eux ne sont pas vaccinés. Et puis on se rend compte rapidement qu'il aurait mieux fallu faire un tirage au sort. Qu'à cela ne tienne, on prend 800 000 enfants. Alors ça, c'est des chiffres aujourd'hui, on n'y arriverait jamais, hein. Quand on démarre un essai clinique aujourd'hui, quand on enrôle 100, enfin quelques centaines de patients, on est content, hein. Quelques milliers, c'est le maximum. Mais alors là,
1 800 000. Il n'empêche, l'essai a été concluant, le vaccin marchait, et c'est le vaccin qui a été utilisé depuis pour la prévention de la polio, avec celui donné par voie orale de Sabine qui a suivi quelques années plus tard. Donc le futur de l'épidémiologie, jusque-là, vous l'avez déjà senti à travers cette première présentation, on travaille beaucoup sur les comportements, le rôle du tabac, le rôle de l'alcool, la nutrition, les contraceptifs oraux, et ça, maintenant, j'ai pas envie de dire on a fait le tour, mais on est en train de bouger dans des nouveaux domaines qui se développent très rapidement. Le premier, c'est la génétique, incontestable. Les progrès de séquençage du génome humain font qu'on a accès à de plus en plus d'informations et qu'on cherche à lier maintenant les gènes au développement des maladies. Et comme on en a déjà discuté, ce lien très particulier qui existe entre un terrain génétique, les expositions et le développement de la maladie. Donc ça, on va en savoir beaucoup plus parce que s'il a fallu 13 ans, 3 milliards de dollars pour séquencer le premier génome humain, aujourd'hui, ça ne coûte plus que 1 000 dollars et ça prend une journée. Et en 2020, ça coûtera 100 dollars et ça prendra quelques heures. Donc les données de génétique, on va en avoir de plus en plus et la médecine va être révolutionnée. L'environnement est aussi une préoccupation majeure, ça vous le savez, on le voit dans les journaux, télévision, partout, et pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose de très important. Et le lien de l'environnement avec les maladies est aussi au cœur de beaucoup des recherches. Et bien sûr, le fameux big data, toutes ces données qui circulent sur nous, ne serait-ce que par exemple celles qui sont stockées par les assurances maladies, pourraient être des sources fantastiques si on arrivait à croiser les traitements, le développement des maladies, les diagnostics, les comportements. Et donc, l'épidémiologie bouge beaucoup dans ces trois directions. Il existe, ce que j'ai mis ici, une tension entre l'approche déterministe. Alors, déterministe, c'est qu'on cherche à expliquer les choses au plus petit. Chaque mécanisme de causalité est finalement décortiqué, reposant sur ce que j'appellerais l'étude moléculaire. Alors là, c'est au niveau du génome, les différents marqueurs possibles. On en a parlé avec le séquençage, par exemple. Donc, on va vers l'infiniment petit, les biomarqueurs mesurés dans le sang avec des nouvelles méthodes, la génétique, et en même temps, l'envie d'intégrer dans notre compréhension des mécanismes et des déterminants des maladies, une dimension sociale qui se situe à un échelon très différent, bien au-dessus. Donc il y a des modèles également qui cherchent à comprendre la survenue de maladies, non plus en fonction de vos gènes, etc. et compagnie, mais de l'environnement dans lequel vous vivez. Ça peut être votre quartier, caractérisé par le revenu moyen de ses habitants, le pourcentage d'espaces verts dans le nombre de fast-food qui existent dans votre quartier. Donc vous voyez, tous ces éléments qui font votre environnement peuvent aussi être des déterminants de vos maladies. Et on a aujourd'hui des modèles qu'on appelle les modèles multiniveaux qui permettent de prendre en compte ces déterminants sociaux, environnementaux, à une autre échelle de vos maladies. Et il y a une espèce de tension entre ceux qui vont vers l'infiniment petit et puis ceux qui vont vers le plus en plus global. Alors pour illustrer cette session et donc en guise de conclusion, je vous suggère quelques articles qui reprennent un petit peu les éléments qu'on a développés sur les différentes aires de l'épidémiologie avec aussi bien la microbiologie que l'arrivée des premières grandes études et maintenant le futur de l'épidémiologie vers la génétique et des éléments de sciences sociales qu'on veut rajouter à notre compréhension. Et puis là aussi, notamment sur la génétique, un très bon article de Adami et Trikopoulos. Donc voilà, j'espère que cette deuxième session vous a plu et puis je vous dis à très bientôt.